je vais prendre l'angle de dans quel sens cette réforme a été établie et quelles en sont les conséquences. Mais au préalable, je vous ai écouté, vous avez bien décrit la situation dans laquelle se trouve la fonction publique, mais par contre, je suis un peu étonné quand vous avez dit « Certains attendent, dans une position confortable, de voir les tribunaux appliquer la loi dans sa brutalité ». Je pense que pour toutes les villes que nous avons citées, ce n'est pas le cas, puisque à la fois, il y a l'action judiciaire jusqu'au Conseil constitutionnel. Alors ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu dans la première vague qui concernait les villes. Et ces villes n'attendent pas, puisqu'elles discutent avec le personnel. Alors peut-être il y en a qui font ça dans un esprit pervers, mais les exemples qui ont été donnés par Émilie et les autres sont le contraire de ça. C'est-à-dire qu'on centre bien notre débat en utilisant tous les moyens à disposition pour empêcher cette loi de s'appliquer. Alors évidemment, le conseil départemental n'a pas le pouvoir de voter contre la loi, ça je suis bien d'accord, mais je pense que cette vision que vous donnez fausse un peu le débat, quoi. On ne peut pas dire, vous attendez confortablement que le préfet applique brutalement les choses, puisque ces villes-là sont dans le combat judiciaire, dans la discussion avec les syndicats et dans la tentative de réduire au maximum toutes les atteintes qui sont portées par cette loi. Je voulais dire aussi que la réforme des 1607 heures n'est pas une péripétie, elle est plutôt le marqueur de la casse des services publics et au fond un élément du combat sur le partage des richesses. Pourquoi je dis ça? L'inflation aujourd'hui, toutes les tentatives qui sont faites à travers cette loi, c'est d'une part de travailler plus et d'autre côté de gagner moins. Donc on voit bien que les partages des richesses au niveau national, elles constituent déjà à réduire les financements des collectivités locales, à les mettre sous tutelle, à faire en sorte que la fonction publique ne dépense moins. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, quand on regarde l'état de nos hôpitaux, c'est quand même extraordinaire. On a des gens qui sont mal payés, on a des gens qui s'en vont, on a des hôpitaux qui sont avec des bâtiments dégradés, je pense à Montfermeil, il faudra le raser pour le reconstruire. On a du matériel qui est complètement obsolète à 50% dans la plupart des hôpitaux. Donc on a fait des économies là-dessus. Pourquoi? Quand je regarde, et je l'ai déjà dit, le recrutement des enseignants sur l'Académie de Créteil, on s'aperçoit que c'est une petite partie seulement qui sera pourvue après le concours. Résultat des courses, c'est que ça va encore s'aggraver dans nos écoles, de ne pas avoir d'enseignants tous les jours, d'avoir des élèves qui sont désavantagés et dont le droit à l'éducation est atteint. Tout cela a une signification. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on continue à accumuler les richesses d'un côté, puisque quand on regarde les chiffres, entre 2009 et 2020, les plus riches en France ont augmenté de 435% leur patrimoine. Et pendant ce temps-là, de combien ont augmenté les salaires des salariés de la fonction publique? Je vous pose la question. Eh bien, en réalité, avec le gel du point d'indice, dans la fonction publique, sur la même période, ils ont quasiment perdu 20% du pouvoir d'achat. On voit bien l'injustice sociale, on voit bien la logique qui conduit à ça. Et pourquoi cette logique implacable? Comme le disait le camarade Karl Marx, le capitaliste n'est pas méchant ou gentil, il exploite davantage pour accumuler plus et ne pas être mangé par son concurrent. Cette politique de prédation envers l'homme et la nature n'est aujourd'hui plus supportable. Donc on est sur un de ces phénomènes, de cette volonté politique de toujours réduire les dépenses sociales et de toujours augmenter la richesse de quelques-uns, parce que c'est la logique du système. Je pense que ça, il faut bien le percevoir. Et le conseil départemental, quand même, il a une caractéristique, c'est qu'il a au cœur de ses compétences le social, avec le RSA, avec les services sociaux, avec les éducateurs spécialisés, avec l'ASE, etc. Et puis, qu'est-ce que l'on constate? Comment pourrait-on croire que travailler auprès des plus précaires ne représente pas une pénibilité physique et psychique, surtout lorsque, face à la multitude des problèmes, et vous l'aviez souligné, effectivement, des habitants ont de moins en moins de réponses de la part des services. N'est-ce pas une souffrance psychique pour les travailleurs qui sont dans cette situation?
Plus la situation des habitants se dégrade, comme c'est actuellement le cas, plus le travail social est pénible, plus la perte d'attractivité est grande et s'enclenche la spirale infernale, départ et recrutement en berne. Bien entendu, si nous ne pouvons pas bloquer la loi, nous serons amenés à voter une organisation du travail la moins dégradée possible. C'est pourquoi nous allons jusqu'au bout des contestations juridiques et institutionnelles. Attendons la décision du Conseil constitutionnel avant de se décider. Allons jusqu'au bout des dérogations et compensations. Émilie en a souligné pas mal dans les villes, même si on ne peut pas toujours appliquer ce que font les villes. Pour atténuer les effets, et nous avons le devoir aussi d'examiner, c'est une question, ce qui a été dit tout à l'heure, avec les syndicats qui trouvent que dans ce projet, il y a des modifications de l'organisation du travail qui ne sont pas en rapport avec la loi des 1607 heures. Comment pourrait-on voter sans purger cette question, sans discuter jusqu'au bout sur ces problématiques? Voilà, donc, ce qui nous amène donc, nous, alors quand je dis nous, c'est Sylvia Capanema, moi-même, et aussi Asdine Taibi, à voter contre cette organisation du temps de travail. Nous l'avons dit dès le début, et je pense que c'est vraiment dommage, je ne comprends pas cette obstination. Dans la période actuelle, on doit être fort ensemble, justement par rapport à ces attaques du gouvernement, dont j'ai essayé de retracer le sens. Voilà. Donc, sur l'autre volet, évidemment, on est tout à fait d'accord pour l'effort que fait le ben oui, mais c'est pas, évidemment, ce n'est pas une compensation de ça. On est tout à fait d'accord, mais cependant, il faudrait quand même rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'a dit aussi Émilie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 5,5% d'inflation, et ça peut s'aggraver, et de l'autre côté, on nous donne 3,5% sur le point d'indice. Donc ça ne compensera même pas, et même l'effort que l'on fait, que je salue, ne compensera pas. Surtout quand on regarde depuis l'instauration du gel du point d'indice, la perte considérable pour les travailleurs sur les départements et dans les collectivités locales. Donc on peut le saluer, mais ça ne compense pas. Et il y a un combat à mener très très fort en donnant du sens à celui-ci par rapport aux situations du travail social, des salariés, des villes et du département. Je vous remercie. Merci. Philippe Dallier. Merci. Bon,